nous allons parler de l'épidémie Ebola et du fameux virus Ebola. Fameux virus, pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses à dire sur cette maladie, sur cette pandémie ou épidémie, appelez-le comme vous voulez, parce que voilà, c'est quelque chose qui est en train d'ébranler l'Afrique et le monde entier au jour d'aujourd'hui. Pour cela, nous avons fait appel à un médecin du nom de Monsieur Rémi Kaboré, qui est épidémiologiste, et qui viendra aujourd'hui avec nous pour nous entretenir sur Ebola, sur la prévention, sur la peur que suscite cette maladie. Donc, avant l'entrée du docteur Rémi Kaboré sur notre plateau, je vais passer la parole à nouveau à Kazumbia pour qu'il puisse nous entretenir un petit peu sur ce fameux virus. Alors, Kazumbia, tu penses que Ebola est une conspiration à nouveau ou pas? Youssouf, je savais que vous alliez me poser cette question. Certitude. Je savais que vous alliez me poser cette question. Ah bon, parce que moi, mais c'est une question que je me pose moi aussi, évidemment. Mais oui, voilà. Non, mais par rapport à Ebola, on est dans le questionnement. Je pense que la théorie du complot, c'est pas quelque chose qui est valable en tant que tel. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, en tant qu'Africains, on se pose des questions qui n'ont pas de réponse. Comment se fait-il qu'une maladie, depuis 1976, a été découverte? Au jour d'aujourd'hui, on nous dit que cette maladie s'est transportée de l'Afrique centrale, donc RDC, ex-Zaïre, vers l'Afrique de l'Ouest. Personne ne sait comment. On n'a pas de réponse. C'est une question qu'il faut se poser. Comment se fait-il que cette même maladie-là, depuis tout ce temps, on ne sait toujours pas comment on peut la vaincre? Comment se fait-il qu'on nous parle de vaccins expérimentaux qui existent aujourd'hui? Les Africains n'ont aucune vision de ce que c'est, ces vaccins expérimentaux. Nous n'avons aucune vision de ce que c'est. Le problème, il est là, c'est que l'Africain n'a jamais défini lui-même c'est quoi ses problèmes. Nous n'avons jamais défini. Ebola même, depuis 1976, est-ce qu'il y a un seul pays africain qui a dit qu'il a fait des recherches sur Ebola et qui nous a donné des résultats probants? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de réponse africaine aux problèmes africains. C'est ça que je dis. Les gens vont dire, bon, ah oui, non, mais lui, il est toujours pour la théorie des complots. Non, je ne suis pas pour la théorie des complots. Et je le dis, je pose des questions, qui sont des questions très simples. Comment se fait-il que les Américains annoncent qu'ils vont envoyer 3000 ou 4000 soldats au Libéria pour lutter contre Ebola, là où les Cubains envoient des médecins? Il faut se poser la question. Quel est le sens de cela? Et je le dis, c'est très important. On nous a dit que Ebola, c'est une maladie qui se transmet par la sueur. Mais quand même, dans le pays, nous savons. 40 degrés à l'ombre. Comment on peut faire pour ne pas transpirer? Pour se saluer, les gens se serrent la main. Les gens mangent dans le même plat. Les gens boivent de l'eau dans le même bol. Comment se fait-il que, aujourd'hui on est à 5000 morts? Mais non. La réalité est que, si cette maladie-là se transmettait de cette manière, on aurait des dizaines de milliers de morts. Je vais même te compléter pour ensuite passer la parole au docteur Kaboré qui est là avec nous. Vu le temps, donc voilà, tu tiens qu'à ce que j'aime bien discuter avec toi. On va continuer, mais on va passer la parole à notre invité. Et donc, pour te paraphraser, je vais même ajouter que il y a les Africains vivent un véritable calvaire dans les pays du Maghreb. Et parce que quand ils sont même dans la rue et qui marchent tranquillement, on les appelle Ebola, même pas Ebola, Ebola, parce que tu connais un peu l'accent des Arabes, ils appellent les Noirs Ebola. Donc c'est quand même, ça fait froid dans le dos, ça fait très mal qu'entre nous Africains, voilà, qui des Arabes ou des Maghrébins osent appeler des Noirs Ebola. Parce que je sais pas si c'est la désinformation ou si je sais pas si c'est la psychose ou même si c'est du racisme. Et Africain, vous écoutez Africain sur la 88.5 FM à travers le Grand Saxe, Sa Majesté le Grand Saxe à Bamako, donc Saxe en Afrique. Merci de relayer l'émission Africain sur la CNRFM, la 88.5. Merci beaucoup, merci aux auditeurs. Donc le docteur Rémi Kaboré, qui est médecin épidémiologiste, doctorant en épidémiologie à l'Institut de santé publique d'épidémiologie et de développement à Bordeaux, est avec nous aujourd'hui. Oui, docteur, allez-y. Bonjour. Oui, d'accord. Oui, bonjour. Alors, merci pour d'avoir l'occasion que vous me permettez déjà en fait de parler de
un thème assez très préoccupant pour nos pays africains. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt mes premiers intervenants et également sur la situation du Burkina à laquelle je suis également vraiment affecté. Donc, mais il ne faudrait pas également oublier les problèmes qui sont là et qui touchent l'ensemble donc, de notre continent, notamment le problème de l'épidémie à virus Ebola. Donc, je suis vraiment content d'être invité pour cette émission, de pouvoir donner quand même quelques éléments sur ce que je connais là-dessus. Bon, disons, je ne suis pas spécialiste Ebola, mais bon, j'ai mes compétences aussi, mes connaissances en épidémiologie, donc qui me permettent donc de faire un jugement et également d'apporter quand même des connaissances là-dessus. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, docteur Kaboré, et merci d'avoir répondu à notre appel. S'il vous plaît, est-ce que vous pourrez parler un petit peu plus fort pour que nos auditeurs puissent entendre vos interventions qui seront très pertinentes, je suppose, et je l'espère aussi. Donc, merci beaucoup. Une première question. Est-ce que vous pouvez nous situer actuellement où en est-on avec l'épidémie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest et dans le reste du monde? Est-ce que vous pouvez nous faire un bref résumé de la situation actuelle, de l'évolution du virus et voilà, où en est-on avec ce virus en Afrique de l'Ouest surtout? Alors, bon, d'abord, a priori, il faut d'abord que je vous apporte quand même quelques éléments de définition pour dire que l'épidémie à virus Ebola est une maladie qui est donc due à une infection à un virus qui est appelé Ebola virus, et donc est une maladie qui est apparue donc depuis 1976 au Zaïre. Alors, il faut savoir que cette maladie présente donc en plusieurs souches, donc 5 souches ont été retrouvées, notamment l'Ebola Zaïre, l'Ebola Bujumbura, et l'Ebola virus Soudan, le Reston et le Taille Forest. Alors, dans la circonstance actuelle, il faut reconnaître que, n'étant pas la première épidémie, mais c'est plutôt l'épidémie à rétrovirus à souche Zaïre qui sévit actuellement dans notre région de l'Afrique de l'Ouest. Bon, et également, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que cette souche-là constitue la souche qui est la plus virulente et donc qui atteint jusqu'à 79% même de létalité. Donc de cause de mort donc chez les personnes atteintes de la maladie à virus Ebola. Alors, si on se met aujourd'hui à... Bon, mais on parle Docteur, s'il vous plaît. Oui. Ah, vous m'entendez, docteur? Oui, je suis vraiment désolé, Non, je vous entends bien, mais je suis vraiment désolé. J'ai un vilain défaut, je voulais vous laisser continuer, mais parce que quand les choses que vous venez de dire sont tellement pertinentes que je ne peux pas vous laisser continuer sans rebondir là-dessus, parce que pour moi c'est très important et je pense que les auditeurs aussi le comprennent. Vous venez de me dire je crois qu'il y a 5 souches de virus Ebola, 5 souches. Et la souche la plus virulente et la plus dangereuse, notamment, c'est la souche Zaïre. Et c'est cette souche-là qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest. Et vous dites qu'elle peut atteindre jusqu'à 79% de vitalité. Donc, est-ce que, franchement, je ne suis pas tout à fait, je suis pas conspirationniste, je ne suis pas fervent défenseur des thèmes conspirationnistes, mais c'est quand même bizarre que la souche Zaïre se retrouve jusqu'en Afrique de l'Ouest. Et que ce soit la souche la plus virulente, la plus dangereuse qui se retrouve des années après, en 2014, en Afrique de l'Ouest. Moi, je me pose quand même beaucoup de questions là-dessus, docteur. Oui, bon, c'est vrai que je ne suis pas vraiment un fervent de cette théorie de conspiration, bon, mais dans le constat qu'il y a, la maladie, d'abord qui avait été apparue au Zaïre, alors, elle a été d'abord dans un village, et donc les premiers cas qui ont été découverts, il y a eu jusqu'à 2387 personnes qui ont été infectées, je pense, en son temps, alors, dont environ 1500 décès. Donc, il y avait eu 67% de taux de létalité en son temps. Mais, vu cette maladie qui avait été quand même assez circonscrite, il y avait quand même des cas sporadiques qu'on a rencontrés, mais la maladie était quand même assez contrôlée dans cette période, dans cette zone, si vous voulez. Donc, cela fait donc qu'on pouvait donc penser que l'implication de ces différentes politiques dans nos pays, et si vous voulez, dans notre Afrique de l'Ouest, on se dit aussi que c'était trop loin, donc les gens n'étaient pas préparés à cette éventualité.
Donc du coup, bon, ça fait que la maladie a ressurgi dans l'Afrique de l'Ouest, connaissant également nos conditions de vie dans nos zones. La maladie a beaucoup été plus ravageuse que ce qu'on a constaté au niveau du Zaïre. Alors, c'est pourquoi et comment la maladie a pu atteindre l'Afrique de l'Ouest en partant du Zaïre. C'est beaucoup plus ça qu'on s'interroge. Si vous voulez, en épidémiologie, c'est un peu assez délicat. Il faut retrouver le patient zéro, le premier patient qui a été infecté. Et pour cela, les sources qui permettent donc de retrouver ça sont assez diversifiées parce que, si vous voulez, dans nos pays, il y a vraiment une certaine faiblesse dans le rapport de prise en charge au niveau médical. Et le patient zéro, selon les études qui ont été proposées, on pense que le patient zéro qui a été en Guinée viendrait donc d'un enfant de 2 ans autour de décembre 2013. Et donc, cet enfant qui a eu des manipulations avec des chauves-souris qui étaient mortes parce que ce que je vous ai peut-être pas rappelé est que le lot de ce virus-là sont donc les chauves-souris. Donc, on pense donc au cours des migrations et que se sont retrouvés en Afrique de l'Ouest et cet enfant de 2 ans a été en contact avec la chauve-souris en tout le décembre 2013. Alors, cet enfant contaminé a donc eu à contaminer ses proches et également le personnel de santé dans les 3 mois qui suivent. C'est en mars 2014 que les hôpitaux de Guékédou et de Macenta ont commencé à alerter l'information. Donc, vous voyez déjà qu'il y a quand même eu assez de temps entre les premières infections depuis décembre 2013 jusqu'à mars 2014 pour qu'il y ait des premières déclarations donc, de ces différents hôpitaux-là pour alerter l'OMS qu'il y a l'épidémie. Alors, c'est assez quand même... je pense que c'est un temps déjà pas mal, c'est long, parce que ça montre déjà la faiblesse en fait dans nos services de santé. Parce que si vous voulez, dans un milieu reculé, quand on prend en charge, la plupart, quand on examine un patient, on n'est pas à mesure d'avoir des bilans sur place afin de pouvoir diagnostiquer le patient ou d'identifier le germe responsable dans l'immédiat. Alors, on traite généralement de façon à la cause la plus probable, qui, dans le plus souvent, on peut penser à un paludisme et tout ça. Et donc, vu que ça ne marche pas, on se demande qu'est-ce que c'est. Alors, dès que les examens ne sont pas faits pour confirmer, ça fait qu'il y a la contamination qui peut se poursuivre. Et donc, de là, la maladie donc, a été explosée et ça a posé beaucoup plus de difficultés. Ça, c'est ce qu'on a comme hypothèse sur le patient zéro donc en Guinée. Voilà. Ok, merci beaucoup, docteur, pour ces explications. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que les gens doivent comprendre à travers vos explications parce qu'il y a pas mal de questions qui se posent. Donc, merci pour ces éclaircissements. Nous allons aller droit au but parce que nous faisons face à une épidémie. Et d'ailleurs, comme l'a rappelé le président Kasumia, le gouvernement du Mali a vraiment fait de son mieux pour stopper l'évolution de ce virus-là au Mali et pour prévenir notamment les éventuels cas. Il y a des gens qui nous écoutent sur Internet, sur notre site web www.african.ml. Il faut quand même expliquer aux gens les mesures préventives réelles et concrètes pour lutter contre ou prévenir la contamination de ce virus. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez faire un ramassis des mesures préventives qu'il faudra observer, notamment pour ne pas avoir affaire avec le virus Ebola, s'il vous plaît? D'accord. Alors, déjà, il faut apprécier effectivement l'acte que le Mali a eu à poser, parce que c'est vraiment une solidarité qu'il faut pour qu'on puisse vaincre la maladie. Le plus important, c'est pas de fermer les frontières, parce que ça ne sert à rien, connaissant même déjà les frontières de nos pays africains. Ce n'est vraiment pas la solution qu'il faut déjà opérer. Alors, mais il faut donc savoir que dans la contamination de la maladie, comme on l'a déjà montré dans la plupart des cas, qui est une transmission interespèce et interhumaine, c'est beaucoup plus de mesures préventives qu'il faut observer. Alors, on trouve donc déjà que, vous l'aviez déjà dit, comme j'ai suivi, c'est donc la transmission par la sueur, la salive, le sang, donc le sperme. Donc, c'est des éléments qu'il faut éviter. Sauf que chez nous, le problème, c'est que les gens n'arrivent pas
à se démarquer lorsqu'on parle d'un patient, on a toujours quelqu'un qui est à côté. On a le membre de la famille qui veut toujours apporter les soins aux patients. Alors que cette contamination amène, cette prise en charge amène les gens à être en contact avec le patient. Ça, c'est vraiment des actes qu'il faut beaucoup éviter. Alors, également, éviter la consommation de certaines espèces animales qui sont donc les espèces qui sont probablement donc les vecteurs de la maladie. Donc, il faut éviter déjà leur consommation parce que et leur manipulation, surtout aussi. Donc, ce sont surtout ces mesures-là qui doivent permettre aux gens d'éviter la salutation et autres. Il faut savoir laver la main et donc éviter de toucher le malade, éviter de toucher les objets que le malade donc vient de toucher. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut juste au sein de la famille déjà éviter au maximum. Il y a des gens qui se sont contaminés juste pour des choses très banales. Par le téléphone, le malade il téléphone tout de suite et il dépose et que lui il prend le même téléphone. Vous voyez, c'est des contacts avec des objets, alors que le patient, lorsqu'il est en phase où il est contagieux, c'est facile pour vous donc de passer d'une sueur à une sueur parce que c'est un contact à la peau. Bon, chose pour l'instant où on peut se réjouir, il n'y a pas d'une contamination par voie aérienne. Alors, pour l'instant, on peut donc ne pas s'inquiéter là-dessus parce que les gens ont commencé avec la psychose, les gens qui pensent non que par voie aérienne, le fait d'avoir déjà discuté, donc ils sont contaminés, non, ça n'a jamais été prouvé, il n'y a pas de contamination par voie aérienne. Donc c'est essentiellement d'éviter la consommation des viandes de brousse, donc les objets contaminés donc par des patients infectés, et donc éviter aussi donc le contact avec les patients déjà infectés, et même les cadavres aussi. Voilà, c'est surtout ces mesures qu'il faut toujours observer et avoir donc les mesures d'hygiène qu'il faut, notamment les mains propres, et voilà. C'est ça. D'accord. Les principales mesures. Ok, merci docteur. Je pense que les auditeurs ont dû prendre bonne note des mesures préventives, des mesures de prévention pour se prémunir et lutter efficacement contre le virus. Où en est la communauté internationale? Est-ce que vous pensez qu'il y a des signes d'encouragement, notamment l'état d'avancement du vaccin préventif que des chercheurs américains, notamment, je crois, si je ne m'abuse, veulent mettre en place. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'état d'avancement des différents types de vaccins pour prévenir Ebola? Alors, bon, si vous voulez, la recherche la recherche est vraiment assez très longue, si vous voulez. Parce que déjà, si vous prenez dans le cas d'un essai sur un médicament, sur un vaccin, par exemple, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Alors, allô, M. Kaboré? Oui, allô, vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend un peu mal, ouais. Docteur Kaboré, on vous entend un peu mal. D'accord, oui, bon, excusez alors. Donc, je disais que, si vous voulez, la mise en place, en fait, d'un médicament, déjà dans la recherche, elle prend beaucoup de temps. Déjà, il faut l'étudier au sein d'un laboratoire, essayer d'identifier des molécules, des formules et tout ça, et le produire, aller en phase 1, phase 2, phase 3, puis donc avant de pouvoir donc mettre le médicament sur le marché pour donc soigner des patients. Alors, mais il y a vraiment un effort qui est donc de booster en fait la recherche dans ce domaine afin que les gens aillent plus vite donc vers la découverte donc de certains médicaments, de certains vaccins pour pouvoir prendre en charge cette maladie. Parce que, mine de rien, il faut le savoir et le retenir, la meilleure façon de prévenir une maladie, c'est de guérir le malade. Parce que lorsque vous guérissez un malade, vous arrivez à vous prévenir. Donc, du coup, mieux vaut se baser sur des personnes aujourd'hui qui sont malades, pouvoir les soigner et donc permettre donc aux autres de ne pas être infectés. Donc, si vous voulez, actuellement en France, la recherche est donc menée au niveau donc de tests diagnostiques rapides. Donc, ils sont en train de travailler sur la possibilité donc d'avoir des éléments qui permettront donc, dès qu'on a un cas, où on n'a pas besoin de faire un prélèvement pour envoyer les examens à l'extérieur pour pouvoir trouver ce qu'il y a comme pour identifier le virus. Donc, on veut faire des tests rapides de telle sorte que donc on fait le test rapide. On peut donc se prononcer déjà sur la maladie. Donc, ça permettrait de gagner en temps et de permettre déjà de prendre en charge les patients très tôt.
Alors, également des traitements thérapeutiques chez l'animal, sont réalisés en France, mais il y a un essai clinique qui est en train d'aller en phase 2. La phase 2, c'est-à-dire que c'est une phase, qui est sur l'être humain. C'est avec le favipiravir, c'est un médicament, c'est un antirétroviral. Et cet essai va se dérouler, je crois, en Guinée. Je ne sais pas s'il a déjà débuté, avec donc des équipes de recherche qui sont à Abidjan aussi, qui vont se mêler donc pour voir ça. Donc c'est un virus, c'est un médicament qui existait déjà, mais qui était déjà utilisé auparavant. Je crois qu'il y a des recherches au Mali aussi. Hein. Il y a des recherches au Mali. Ah oui. Oui, mais je pense que le Mali, ça va être un centre aussi. Oui, tout à fait, il y a des recherches aussi. Parce que si vous voulez, voilà, parce que la recherche actuellement, le problème est qu'on ne peut pas, le vaccin qu'on veut actuellement, c'est de trouver des médicaments qui vont être curatifs. C'est à visée thérapeutique. Donc, ce serait forcément, c'est des patients malades qu'il faut le tester. Donc, voilà. Mais actuellement, en phase 2, on peut donc identifier donc la dose qui serait thérapeutique pour ces personnes-là. Et si donc ça marche, ou quand on a identifié la dose, on va maintenant en phase 3, qui est un essai clinique qui serait randomisé, qui permettra donc de voir. Et également, il y a des cohortes de suivi qui sont toujours en cours en France. Mais les vaccins sur lesquels les gens ont beaucoup eu d'informations, il y a un vaccin qui est en cours aux États-Unis avec la Grande-Bretagne qui est également en cours. Il y a la Russie également qui a annoncé 3 vaccins en cours de recherche. Et donc, des traitements qui ont été déjà testés chez l'homme, c'est le ZMaps. Le ZMaps, c'est ce vaccin qui a été testé chez les Américains, là, les patients américains qui étaient rentrés, qui ont été contaminés en Afrique et qui sont rentrés aux États-Unis, donc qui ont bénéficié donc du vaccin. C'est ce ZMaps. Alors, il est toujours en cours parce que c'est les premiers vaccins qui ont été testés chez l'homme, en fait. Donc, du coup, on ne peut pas passer déjà à une commercialisation, mais il faut déjà vérifier son efficacité et également vérifier donc à travers un essai clinique randomisé pour pouvoir dire que ce médicament il est efficace à 100% et donc il faut lui permettre son utilisation. Donc c'est essentiellement ça. Mais également il y a la recherche qui est menée sur le plan éthique. Il y a un gros pôle quand même de recherche éthique qui est mis en place pour voir en fait les patients qui sont guéris de l'Ebola et quel est l'impact chez les patients aussi, donc chez les personnes qui ont un membre de leur famille qui ont été victimes d'Ebola. Il y a de la stigmatisation également qui est là, il y a des personnes qui sont fuies. Donc tout ça, il y a un gros pôle de recherche aussi qui est mené au niveau international là-dessus, donc pour identifier donc ces différents facteurs-là et quel est le devenir de ces personnes-là. Donc actuellement, la recherche est à ce niveau, donc si vous voulez. Youssouf, sur un plan plus politique, oui, oui. Sur un plan plus politique, l'Organisation des Nations Unies a mis en place une mission qui s'appelle la mission des Nations Unies pour l'action d'urgence contre Ebola, MINUA aussi, je ne sais pas comment trop prononcer. C'est une mission qui vient en appui en fait et qui servira de guide pour les agences onusiennes et qui constituera des bases pour les agences chargées de gérer les opérations avec les partenaires nationaux et coordonner le soutien international de la mise en œuvre des interventions nationales. En fait, à travers les agences de l'Organisation mondiale de la santé, cette mission œuvrera pour appuyer tant financièrement que matériellement pour répondre aux besoins nationaux. Mais le premier besoin, la première action d'abord doit venir des États victimes de ce virus. Il faut aussi reconnaître qu'au niveau de la CEDEAO, parce que les pays touchés sont tous en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO a tardé à réagir. Il y a quelque temps, ils ont pu convoquer une réunion d'urgence où ils ont pu débloquer quelques moyens, mais sans mettre en place un plan réel pour combattre ce virus. Au niveau de l'UIA aussi, comme on le sait tous, ce sont des organisations internationales qui traînent souvent les pieds. Il n'y a pas eu d'action urgente. Mais depuis quelque peu, où l'Organisation des Nations Unies a commencé à s'impliquer de façon est-ce qu'on va être plus approfondi sur la question. Nos organisations régionales aussi ont commencé à
à se mettre en œuvre, même s'il faut reconnaître au début, ils ne sont pas du tout intéressés à la question et ont pris beaucoup de temps pour réagir et juste laisser le temps au pays de pouvoir faire quelque chose. Politiquement, on peut dire qu'il y a une réaction, depuis quelque peu, il y a une réaction internationale plus coordonnée et plus active. Bon, on attendra les résultats pour les prochaines semaines. Oui. Ça, c'est effectivement, c'est vrai. D'accord. Mais il faut reconnaître... merci énormément pour cette précision, Abdoulaye Coulibaly. Voilà. Mais il faut reconnaître que également... Allez-y, docteur, vous pouvez conclure. Voilà. D'accord. Donc, je disais que, si vous voulez, en fait, l'implication au niveau des Nations Unies, elle est beaucoup plus coordonnée parce que, de un, elle travaille avec beaucoup des centres de recherche. Parce que la recherche, si vous voulez, actuellement, elle ne peut pas se mener par une seule équipe, en fait. C'est des équipes de recherche pluridisciplinaires et au niveau mondial. Et même, à l'Université de Bordeaux, l'équipe de recherche en vaccinologie, donc, serait impliquée dans une partie aussi dans la recherche. Si vous voulez, dans les essais cliniques qui sont en train de mener aux États-Unis, en phase 1 aux États-Unis, il y a l'implication avec les universités de la Grande-Bretagne. Et donc, c'est vraiment un pôle essentiel qu'on ne peut pas travailler seul, si vous voulez, dans cette épidémie. Alors, le problème à se demander, est-ce que les gens arrivent à travailler forcément avec donc, les pays africains, les chercheurs des pays africains? Parce que, mine de rien, la recherche, elle est très, très, très lourde comme moyen financier. Je ne sais pas s'il y a vraiment un seul pays qui peut prendre en charge de dire qu'il ferait une recherche donc, sur cette maladie et rechercher un vaccin. Parce que ça coûte énormément beaucoup cher. Ça coûte énormément. Ce n'est pas pour rien que c'est des firmes pharmaceutiques généralement que vous voyez qui se retrouvent et dès qu'ils découvrent, ils se font donc du bénéfice aussi après, quoi. Parce que ça coûte vraiment cher. Et donc, quand on regarde les différentes pathologies également qui existent dans nos pays, au final, on n'a pas envie de dire, bon voilà, on ne va pas tout mettre que sur Ebola et au final, il y a d'autres maladies. Parce que si vous regardez, le paludisme, il fait 600 millions de décès par an. La tuberculose va jusqu'à 1 million de décès par an. Alors, mais ça ne veut pas dire aussi que ces maladies sont prioritaires parce que l'Ebola, ça peut aller plus loin que ça. Mais je vous dis que... Voilà, docteur Kaboré, il faut quand même comprendre que Ebola va plus vite. Il faut quand même comprendre que Ebola va plus vite, Ebola va plus vite, et puis les modes de transmission ne sont pas pareils que le palu, la malaria ou autre chose. Donc c'est pourquoi il y a une psychose qui s'est installée dans la conscience collective en Afrique de l'Ouest. Donc on peut quand même comprendre les gens par rapport à tout ça. Non, je suis parfaitement d'accord. Parce que regardez, il y a une étude qui avait été réalisée qui faisait cette prédiction. Parce qu'on peut faire des modèles de projection pour se dire à peu près où on pourrait se retrouver dans une année, dans 2 ans, si la maladie évolue de la façon dont elle évolue. Bon, vu au moment où l'épidémie ne ferait qu'accroître, quand on regarde les modèles qui avaient été proposés, donc cette équipe proposait que en septembre 2014, donc on devrait être au-delà de 10 000 cas, autour de 10 000 cas. Alors, cette projection, par exemple, c'est une projection qui est vraie, donc on sait à peu près comment évolue la maladie. On sait que la transmission de la maladie, quand on prend au niveau de la Sierra Leone, on a environ 2 patients. Un malade peut contaminer environ 2 patients. Quant en Sierra Leone, un patient peut contaminer autour de 3 patients et donc 3 autres personnes, et au Libéria autour de 2 personnes. Donc, on sait comment ça se propage, mais sauf que, bon, c'est comme je le dis, pour moi, Ebola a montré quelque chose, c'est la faiblesse de nos systèmes de santé. Ça, c'est des chiffres que nous avons. Sauf qu'il y a la possibilité qu'il y ait des patients qui soient dans des milieux reculés qui n'arrivent pas à avoir une certaine prise en charge. Et ça, c'est très difficile. Parce que comment amener les personnes, et dès qu'ils ont une petite pathologie ou qu'ils ont des difficultés, qu'ils partent vers les services de santé. Ce n'est que par cette façon qu'on peut arrêter l'évolution de la maladie. Dès que la personne a des signes d'une maladie, quand on le suit et qu'on arrive à éviter les contacts avec les autres patients, les autres membres de la famille, on bloque la chaîne de transmission. Et c'est par cette façon-là qu'on arriverait donc à amener les gens à éviter la maladie. Donc, sinon, si on n'arrive pas à voir ces personnes-là à répertorier, bon, ça nous étonnerait, mais on pourrait voir la maladie remonter d'un autre moment à un autre, comme ça, dans un village, et puis bon, ça prendra encore d'autres ampleurs. Et c'est vraiment là la difficulté actuellement dans la prise en charge de Ebola.
D'accord. Donc merci beaucoup au docteur Kaboré. Nous rappelons à nos auditeurs que vous nous écoutez sur la 88.5 FM à travers la CNRFM grâce à Sa Majesté le Grand Saxe. Donc merci beaucoup à Saxe et nous saluons tous nos auditeurs à travers Paris, Londres, New York, un peu partout dans le monde, au Maroc, au Sénégal, au Mali également. La web radio africaine, c'est la radio du Mali et de l'Afrique. Donc merci et restez à l'écoute. Merci docteur Kaboré. Votre mot de la fin et ensuite il nous reste à peu près 10 à 15 minutes et nous allons parler des négociations d'Alger et rapidement du rapport du vérificateur général. Donc allez-y, votre mot de la fin s'il vous plaît. Je disais que moi, comme mot que je voudrais avancer, donc, c'est d'appeler les différentes populations qui sont donc dans nos différents pays, d'avoir donc les mesures responsables, les mesures vraiment responsables, comme je le dis, parce qu'il y a d'importants moyens logistiques et de sensibilisation qui ont été mis en œuvre dans les différents pays, et les populations sont de plus en plus sensibilisées sur la maladie et l'information ne peut que passer. C'est vraiment il faut que ces patients arrivent, ces personnes arrivent, les populations arrivent à vraiment s'enquérir de la bonne information et de respecter les mesures qui sont mises en place. Parce que si dans la chaîne de transmission, il y a des gens qui ne respectent pas toujours les normes, ça ne fait que retarder en fait l'évolution des acquis qui sont aujourd'hui atteints. On n'arrivera pas toujours à évoluer. Parce que les derniers résultats ont montré que quand même il y a une stagnation donc des différents résultats des cas répertoriés, ce qui est encourageant, ce qui veut dire qu'on a les premiers chiffres donc d'une bonne évolution ou d'un bon fonctionnement de ce qui a été mis en place depuis que l'épidémie a commencé. Alors donc, ça veut dire qu'on arrive donc aujourd'hui à circonscrire la maladie et donc les cas qui seront de nouveau contaminés sont de plus en plus moins et on peut donc pouvoir vaincre la maladie de cette façon. Le Nigeria a pu être déclaré aujourd'hui, voilà, sain. Donc en Afrique de l'Ouest, donc on y va vers ça. Mais sauf que c'est d'appeler la population à beaucoup de vigilance et de passer toujours l'information autour d'eux. Parce que ce n'est pas que le politique qui doit s'occuper de ça. Et à nous tous, chaque membre de famille que nous avons auprès de nous, on peut donc porter l'information pour leur dire donc de faire attention et de respecter ces différentes mesures. Et donc, en évitant donc la consommation de ces aliments et donc la manipulation aussi des patients déjà infectés. Je pense que sur ce, donc on arrivera donc à atteindre, à vaincre la maladie et donc ce qui serait vraiment le bien pour toute notre sous-région et l'Afrique tout entière, qui est bien partie donc dans sa phase de croissance actuelle. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire.